ce jour du 11 novembre 2018, nous sommes réunis pour commémorer le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin sur notre continent au combat de la Première Guerre mondiale. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Que restera-t-il dans la mémoire collective, notamment pour les générations futures, de ce qu'il s'est passé pendant 4 ans sur le front de l'Est? Pendant ces 100 ans, les historiens, les stratèges politiques et militaires, les écrivains, les sociologues, les politologues ont analysé cette guerre. Ils l'ont disséquée, ils l'ont commentée. Et aujourd'hui, bien évidemment, 100 ans après, il y a une question essentielle que nous devons nous poser. Que doit-on retenir comme leçon et comme enseignement de cette guerre? Que restera-t-il dans la mémoire collective, notamment pour les générations futures, de ce qui s'est passé pendant 4 ans sur le front de l'Est? Et je voudrais rappeler tout de même, puisqu'on doit tirer les leçons et de savoir qu'est-ce qui va rester dans la mémoire collective. Retenir ce 1er août 1914, où l'ordre de mobilisation générale a envoyé sur les routes de France des centaines de milliers de jeunes pour rejoindre leur casernement. Ces jeunes étaient animés d'une ferveur patriotique hors du commun, un sens du devoir élevé. Et bien évidemment, avec la certitude que cette guerre n'allait pas durer, ils sont partis avec la fleur au fusil, comme on a dit à l'époque. Et vous savez, et excusez-moi de vous le dire, et d'inclure dans mon discours quelques souvenirs personnels. Parmi ces jeunes qui vont par centaines de milliers sur le front de la guerre, parmi eux se trouve un jeune Lorrain. Un jeune Lorrain, son statut est différent des autres. Et il est différent des autres tout simplement parce qu'il est né en 1896 et il est né dans la Lorraine allemande. Et de fait, il doit être incorporé dans l'armée allemande. Il refuse, il s'enfuit et va intégrer l'armée française. Mais pour cela, il doit changer d'identité, parce que s'il est repris, il est pris comme déserteur et il sera fusillé. Donc il va changer d'identité et il va s'appeler, pendant les 4 années de guerre, il va s'appeler Ronsard. Il nous décrira aussi le courage, l'héroïsme, l'abnégation de ses compagnons de tranchée, mais aussi la hantise à l'approche de l'assaut. Certains de ses compagnons, paralysés, tétanisés par la peur, incapables d'avancer, refusèrent le combat. Ceux-là furent fusillés, pour l'exemple, par leurs propres frères de combat. Mon père me disait, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui les moments d'allégresse qu'a suscité l'armistice. De partout, on criait. Et on criait, vous savez quoi? Plus jamais ça. Dimanche 14 février 1915. Chers amis, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, et les fermes sont brûlées ou en ruine. Et une autre végétation est née.
Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le long des fossés ou des chemins creux pour éviter leur shrapnel ou le tac-tac de leur mitrailleuse. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau neuf. Puis on a changé de cantonnement. Et je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après un talus. J'emporte ma couverture, pendue à ma selle, ma marmite de l'autre côté et en route. J'étais l'autre jour dans les tranchées. Je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Ils avaient entaillé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre. Mais avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Il y avait même 2 grandes bottes qui sortaient de la tranchée, la pointe en l'air, juste à hauteur comme des porte-manteaux. Les poilus y suspendaient leurs musettes et on rigole de se servir d'un cadavre boche comme un porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois autrement. Je ne le croirai pas moi-même. Je compte que tu m'enverras des nouvelles de là-bas. Je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main. Taupiac. Michel Taupiac, dit François, avait 29 ans en 1914. Il était fils d'ouvrier agricole du Tarn-et-Garonne. Il avait l'habitude d'écrire souvent à son ami Justin Kéroux, qui ne fut mobilisé qu'à la fin de l'année 1915 parce qu'il avait perdu un œil et que les conseils de révision ne lui déclaraient bon pour l'armée que lorsque les troupes commencèrent à manquer. Après la guerre, Michel Taupiac devint pêcheur sur la Garonne, mais aussi arboriste et guérisseur à ses œuvres. Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qui venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendre un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main. J'en ai bien trop besoin pour leur passer du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, la tonnelle, on voit son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous dépasser l'air, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit ce que chacun sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Maman, souvent le soir je mange seule et le matin je vais seule à l'école. Maman produit des tuiles mais surtout des munitions. Dis donc, vous avez besoin de beaucoup d'armes. J'espère que tu vas bien. Mon Jean-Michel. La maîtresse m'a félicité parce que j'ai eu 19,5 sur 20. Maman est très contente de mon résultat. L'autre jour, Marie m'a acheté des bonbons au citron pour me récompenser de ma patience et de ma générosité. Puis elle m'a emmené au bistrot boire un jus de pomme. C'était génial. Et hier, nous sommes allés avec Anne nous promener dans les champs et nous avons vu beaucoup de lapins. J'ai même construit une cabane et après on a joué à la pétanque. C'était très amusant. Sinon, ma copine Eugène a de la chance car son père est le patron d'une tuilerie, donc il n'est pas à la guerre. Je t'embrasse très très fort. On t'aime toutes les 4. Tu nous manques beaucoup. On espère que tu reviens bientôt. Oui. Nous mangeons de moins en moins à Marseille. Nous devons nous priver de viande et de sucreries. Je passe souvent à côté du magasin de confiserie. C'est un peu difficile de ne pas y rentrer, mais je m'en prise volontiers. Pour toi et tes camarades, vous avez plus besoin de manger que nous. Et puis, par chance, maman fait du bon sucre que nous mangeons un peu de temps en temps. Et cocotte la poule pour plusieurs œufs par jour. Ils sont délicieux. Et toi, est-ce que tu manges bien? Chers parents, je vais vous dire que nous avons refusé de monter en ligne le mardi soir. Nous n'avons pas voulu marcher. Nous nous sommes mis presque en grève. Et beaucoup d'autres régiments ont fait comme nous. Vous savez si cela fait du problème. Quand j'irai en permission, je vous raconterai mieux. Ils nous prennent pour des bêtes. Nous faire marcher comme cela et pas grand-chose à manger, et encore se faire casser la figure pour rien. On aurait monté à l'attaque, il en serait resté la moitié. Et on n'aurait pas avancé pour cela. Enfin, je ne sais pas ce que ça va devenir. Ça va très mal pour le moment. Ils vont peut-être les ouvrir, et celles où l'on raconte ce qu'il se passe, ils vont les garder ou les brûler. Moi, je m'en moque, j'en ai assez de leur guerre.
nous n'avons rien, nous sommes les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Et c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez de votre peau. Adieu l'ami, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sages.